C'est l'actu sur LCI. François Hollande a donc dévoilé ses engagements, ses priorités, son chiffrage, un programme qui met en avant la fiscalité, le soutien aux PME, l'éducation et la jeunesse. On va peut-être faire avec mes trois invités un premier tour de table général avant de rentrer évidemment masse par masse dans les grands thèmes de ce programme. Jean-Michel 4 points, une tonalité de gauche et en même temps, pour un programme présidentiel avec la tradition de gauche, on rasera gratis demain, une forme d'inquiétude réaliste quand même. Disons qu'il a repris les grandes lignes de ce qu'il avait dit dimanche. Dimanche, il y avait du souffle, c'était un discours épique, je dirais. Là, c'est plus technique. Donc ça il y avait moins de souffle. Hein, oui, ça fait moins vibrer. Bon. Cela dit, c'est un programme qui finalement est assez raisonnable, parce qu'il n'y a pas d'énormes bouleversements. On va reprendre point par point. Il y a des choses, moi je suis tout à fait d'accord sur la politique du logement. Cela dit, il ne traite qu'un problème du logement. Il traite le logement social. Mais globalement, le logement, la filière construction, c'est un tout. Il faut relancer une politique du logement, mais il faut aussi faire appel aux investisseurs privés, parce qu'on a besoin d'investisseurs privés sur le logement. Or là, il n'est rien prévu pour ça. Peut-être que ça viendra après. Sinon, sur le reste, c'est plus ou moins équilibré. Vous savez, les chiffrages, toujours se méfier des chiffrages parce que la conjoncture évolue, on fait des évaluations qu'on révise continuellement. Donc, disons que c'est quelque chose de relativement raisonnable. Ça manque parfois un peu de précision. Mais ça va venir au fil de la campagne. Jean-Marc Daniel ? Oui, moi je dirais que ce qui est intéressant, c'est que par rapport au gouvernement de gauche antérieur, il y a deux armes qu'il n'a plus. C'est la dévaluation, c'est-à-dire on est dans le bloc euro. Et la deuxième arme, c'est la politique de relance par le budget. Il est contraint par le fait qu'il va falloir rééquilibrer les finances publiques. Donc il est allé jusqu'au bout de cette logique, y compris en acceptant des hypothèses économiques sur les 2 prochaines années très très restrictives. C'est-à-dire il a pris les hypothèses les plus défavorables du FMI pour bien montrer qu'il n'allait pas s'engager dans des promesses. Oui, c'est rare qu'un programme s'établisse sur une perspective de 0,5 de croissance, par exemple. Voilà. Ça, c'est quand même rarissime. Et donc, il n'a même pas dit, par mon action volontariste, je vais relancer la croissance. Il subit la croissance telle qu'elle est vue de l'extérieur. Donc, il y a toute cette dimension volontariste, action qui est gommée. Mais il ne va pas jusqu'au bout de cette logique, d'une logique de la politique de l'offre, d'une logique telle qu'on pourrait la retrouver, par exemple, en Italie en ce moment avec Mario Monti, qui consisterait à dire, quitte à changer le logiciel traditionnel des politiques de réforme initiées par la gauche, je vais très très loin dans une certaine libéralisation. Je fais une sorte de pari sur une véritable refonte de la société. Non, parce qu'il reste un fond du keynésianisme qui fait que c'est quand même une relance malgré tout. Voilà. Il ne veut pas aller jusqu'au bout d'une logique qui serait une véritable rupture avec les outils traditionnels de la gauche. Donc c'est un programme qui est un programme à la fois équilibré, mais comme toujours, mi-chèvre, mi-chou. Keynésianisme réduit, c'est voilure réduite, c'est comme ça qu'on pourrait un peu voilure résumer. Réduite, moi je trouve ça particulièrement tiède. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il est sous contrainte, mais il y a quand même à la fois quelques contresens et fautes de goût. Le retour à 60 ans de la retraite, pour moi, est une vraie faute de goût. Il a annoncé... faute de goût, c'est une faute économique, une faute sociale. C'est totalement irréaliste, c'est une faute de goût économique et sociale. On sait bien qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, on ne va pas revenir sur ce débat-là, c'est probablement un des rares aspects du bilan positif de Sarkozy de son quinquennat. Donc, et par ailleurs, il avait annoncé au Bourget qu'il allait être l'ennemi du marché de la finance. On retrouve des choses très tièdes sur le sujet. Enfin bon, moi je sens d'abord quelque chose de très tiède, d'assez peu ambition. Il n'y a rien sur la politique industrielle de la France, il n'y a rien sur la réforme de l'État, il n'y a rien sur comment justement je sors de cette contrainte du 0,5 de croissance, comment je gère l'investissement en France. Et on revient éternellement sur des niches fiscales dont on ne sait pas lesquelles il va arbitrer, parce que quand même avec certaines niches fiscales on prépare l'avenir. Bref, on sent bien qu'il a voulu plaire à beaucoup de gens sans forcément arriver dans quelque chose de très réaliste. Jean-Michel 4 points, vous êtes moins sévère que votre voisin. Non, c'est pas ça. C'est que, prenons un exemple. La fiscalité sur les entreprises. Donc, on nous dit on va taxer les grandes entreprises à 35%, les moyennes entreprises à 20-25% et les petites à 15%. Alors, a priori, on dit c'est bien, oui, c'est normal, les grandes entreprises, elles peuvent payer. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que les grandes entreprises ne payent pas d'impôts. Donc, vous pouvez mettre 35% ou 50%, le CAC 40 ne paye pas d'impôts. Le CAC 40 a payé, en 2010, 5 milliards d'impôts, et en fait, ce sont 4 sociétés qui ont essentiellement payé l'IS. Donc, que l'on dise, les grandes entreprises doivent participer plus au développement de la richesse du pays, ça, c'est une chose. Comment faire ? Pas en augmentant l'IS, parce que de toute façon, elles n'en payent pas, encore une fois. Donc, il y a des moyens qui existent. On peut, par exemple, faire ce qu'on appelle Corporate Activity Tax, c'est-à-dire les taxer sur le chiffre d'affaires en France, un avaloir sur l'IS,
et ça pourrait être aussi un avaloir sur le solde de leurs investissements. C'est-à-dire, si une grande entreprise paye un peu d'IS et a un solde d'investissement positif sur le pays, à ce moment-là, elle n'a pas de corporate activity tax. Mais si jamais elle ne fait rien de tout ça, continue à délocaliser, à ce moment-là, on leur dit c'est en quelque sorte le droit de vendre sur notre territoire. Donc ça, ce sont des choses qu'on pourrait innover, quitte à en discuter. C'est un deal que vous faites ensuite avec les grandes entreprises. Mais là, on reste dans quelque chose qui, est un petit effet d'affichage, mais pratiquement, ça ne rapporte rien en plus. Jean-Marc Daniel. Non, je dirais, moi, du côté des entreprises, je pense qu'elles sont quand même assez lourdement mises à contribution. Quand on regarde la somme qui est affichée, c'est 22 milliards qu'on va demander aux entreprises. Il faut voir que c'est quand même 10% de l'investissement productif. À travers les niches, essentiellement. Oui, à travers les niches, à travers une réduction des suppressions des niches et suppression d'une partie des exonérations sociales. Donc 22 milliards, sachant que les entreprises, c'est de l'investissement productif direct des entreprises, c'est 220 milliards d'euros dans ce pays. Donc c'est 10% potentiellement qui va être retiré. Alors, je reviens sur ce que dit Jean-Michel Quatrepoint. C'est clair que à la fois l'opinion publique et puis le constat économique évident, c'est que ces entreprises du CAC 40 qui sont dynamiques, qui sont les fleurons de l'industrie et de l'économie française, elles contribuent très peu au mode de fonctionnement de l'État. Alors, il y a des solutions qui sont non pas la fiscalité, mais si on crée des fonds de pension et si ces fonds de pension devenaient les propriétaires de ces entreprises, eh bien, c'est dans un système de retraite, comme on vient de le dire, qui est un système de retraite qui est fragilisé, ce serait une façon de faire bénéficier la population française de la dynamique de ces grandes entreprises. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est ça le côté tiède, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable idée innovante. Dernière remarque sur ce sujet de l'investissement, François Hollande repropose une banque publique d'investissement. Oui. Bon. Ça, c'est le grand thème pour refinancer les PME, PME. Dans le programme de François Mitterrand, dans les 110 propositions, il y avait déjà une banque nationale d'investissement. Le seul changement, on est passé de la BNI à la BPI, sauf que la BNI n'a jamais vu le jour parce que c'était une idée qui était une idée en fait vaine. Donc je crois que... Alors pourquoi c'est une idée vaine ? Parlons-en parce que c'est un point sur lequel François Bayrou communique beaucoup aussi, etc. Pourquoi ? Comment fonctionnerait une banque dédiée particulièrement... Ça correspond quand même à une réalité. La réalité, c'est que des beaucoup de difficultés PME de financement et de trésorerie de PME. De financer, surtout en ce moment. Donc, effectivement, on dit, si les banques ne veulent pas financer les PME, on fait une banque nationale d'investissement. Sauf qu'elle existe déjà un peu. Oseo, Oseo le fait. Il y a le fonds stratégique d'investissement. Oui, il y a le FSI et Oseo. Mais on voit les difficultés que peut avoir un fonds d'investissement. Un des points clés, c'est la sélection des entreprises que vous voulez aider. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et on sent bien que dans la sélection, je l'ai vécu personnellement, il y a encore une fois une forme de copinage qui intervient. On ne sait pas tellement les critères qui sont pris en compte. Et par ailleurs, vous êtes quand même soumis aux lois du marché qui est comment je refinance cette partie de la banque d'investissement, de cette banque de PME. Bref, on est soumis de la même manière au marché. Donc c'est quelque chose qui est difficilement à mettre en place au lieu de faire en sorte que les banques qui existent, avec des mécanismes qui existent, puissent avoir la possibilité de pouvoir prêter aux entreprises. C'est-à-dire qu'on revienne encore une fois sur une régulation qui va les interdire de le faire. Donc ça, il n'en parle pas non plus. On parle du monde de la finance, on peut aller sur le monde de la finance où en gros il veut séparer les activités qui sont productives pour l'emploi de celles qui sont spéculatives. La frontière n'est pas si évidente que ça. Moi je veux dire, prenons un exemple qui est toujours très concret. Est-ce qu'on considère comme spéculatif quelqu'un qui produit de la confiture et qui voudrait se protéger contre la variation des cours du sucre ? C'est pas de la spéculation, c'est faire en sorte que son activité fonctionne correctement dans l'économie réelle. Donc il ne faut pas croire que tous les produits de couverture ou tous les produits financiers sont des produits de spéculation qui sont destinés à enrichir les banquiers. Ce n'est pas vrai. Et la séparation des deux est très très compliquée à faire. Le problème, c'est que les dérivés ont dérivé. Oui, mais ça on le constate ex post. Le deuxième sujet, c'est sa grande idée de la séparation de la banque d'investissement et de la banque de détail, proposée en Angleterre par ailleurs, qui est en fait une vieille idée de 1933 aux États-Unis, le Glass-Steagall Act. C'est une idée qui va à contresens de ce qu'on a vécu depuis 2008. Depuis 2008, on a vécu quoi ? On a vécu en France, par rapport à l'ensemble des pays mondiaux, un réseau bancaire français qui a très bien résisté parce qu'il y avait une réglementation qui était bonne et parce qu'on était sur une banque universelle. La seule banque française qui a été en difficulté en 2008, c'était Natixis, qui était la seule banque d'investissement autonome. Et en Angleterre, les banques qui ont eu des difficultés étaient les banques d'investissement et celle qui a fait faillite, c'était Lehman Brothers, qui était une banque d'investissement. On ne laissera pas les banques d'investissement chuter. Donc c'est reculer pour mieux sauter. Je ne suis pas sûr que c'est là que va trouver la solution par rapport aux problématiques de marché.
Jean-Marc Daniel, puisque vous faisiez un peu allusion à l'historique des programmes présidentiels de gauche, et si on prend la perspective, on a quand même l'impression que ce programme témoigne de la vraie crise d'identité de ce qu'est la social-démocratie aujourd'hui, parce que finalement, le principal levier des politiques économiques social-démocrates, c'était l'État. 4 points l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, impossible de jouer sur ce levier-là. Donc, on ne renonce pas à quelques automatismes, on ne renonce pas à l'horizon keynésien de la relance, et en même temps, on avoue, par peut-être la modestie des enjeux, que, en fait, les leviers n'ont plus d'effet sur grand-chose. Oui, je crois qu'un des problèmes de la gauche européenne, et singulièrement de la gauche française, c'est effectivement que toutes les références keynésiennes et l'État-providence sont en crise. Mais qu'on n'en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Alors, vous avez dans ce cas-là 2 possibilités. Soit vous faites comme l'avaient fait les travaillistes néo-zélandais dans les années 80, vous convoquez vos adhérents, vous dites, vous voyez bien que ça ne marche pas, on va faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, vous libéralisez, vous explosez tous les cadres traditionnels de l'économie, et ça n'a pu marcher que parce que David Lange, qui menait ça, avait mis en avant une politique étrangère très militante, montrant qu'il était quand même resté attaché aux valeurs de gauche. Ou bien, effectivement, vous essayez de... C'est ce que disait Tony Blair. Tony Blair disait, au début, je pensais qu'il fallait gagner en vers parce qu'on allait être obligé de gouverner en prose, et il a dit finalement il vaut mieux gagner en prose, c'est-à-dire dire aux gens la vérité, et ensuite gouverner en vers, essayer par un certain nombre de gestes symboliques forts leur apporter l'idée en vers et contre tout, si je peux me permettre, c'est mauvais jeu de mots. Le problème, c'est que le modèle social-démocrate est peut-être à bout de course, mais le modèle libéral aussi. Et c'est ça le fond du problème, c'est que ça ne marche pas, parce que le modèle libéral qu'on a mis en place aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, le résultat des États-Unis aujourd'hui et de la Grande-Bretagne, c'est pas non plus un miracle. Et eux-mêmes s'interrogent. Voir le débat aux États-Unis qui s'amorce, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire pour réindustrialiser, pour recréer des emplois, des vrais jobs. Donc c'est ça l'impasse. Donc il y a une impasse sur les 2 modèles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Le modèle américain n'est pas que ça, puisque le modèle américain a redescendu au niveau de 8,5% de chômage. Je pense que le modèle qu'est en train de mettre en place Mario Monti, c'est-à-dire cette espèce de confiance en les acteurs privés sur la base de la libéralisation et sur la base de la remise en cause de ce qu'on appelle les rentes, c'est-à-dire de ces situations protégées qui ne sont pas forcément d'ailleurs uniquement les situations que l'on décrit comme traditionnellement rentières. En France, on a l'obsession des chauffeurs de taxi parisiens et du statut de la fonction publique. Mais c'est pas uniquement ça, la rente. C'est cette incapacité à innover, et on revient au financement de l'économie. Je trouve que dans le discours de Hollande, ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris que l'enjeu, c'était l'investissement, la préparation de l'avenir. Sauf qu'il ne dit pas grand-chose là-dessus. Sauf qu'il ne va pas là-dessus. C'est-à-dire, une fois qu'il a fait ce diagnostic, il ne met pas en regard les mesures qui consisteraient à drainer de l'épargne vers l'investissement productif, à apporter un soutien aux gens qui sont innovants et créatifs. Comment mobiliser l'épargne et l'orienter effectivement vers les investissements productifs, que ce soit le logement privé, l'industrie, les PME, la recherche, l'innovation. Oui, à coup d'encouragement. Exactement. Là encore, le grand paradoxe qui traduit toute cette ambiguïté-là, c'est quand il parle du relèvement du plafond du livret A, on est à la fois sur une niche fiscale qui va considérablement grossir, le fait qu'on va orienter l'épargne vers le logement social, mais du coup, on va vraiment encore une fois brider l'investissement des entreprises et l'investissement qui prépare l'avenir. Donc on n'est pas dans l'équilibre, on est sur des mesurettes qui font plaisir, qui démontrent une volonté, mais on n'est pas sur quelque chose, sur un nouveau pacte social, notamment entre l'État et l'entreprise. On n'est pas dans ce schéma-là. Moi, la seule chose que j'apprécie vraiment, parce que c'est typiquement ce que nous, on a essayé de mettre en place dans notre entreprise, c'est que l'État enfin se mêle de la responsabilité sociale des entreprises. Avec cette notation sociale on n'est pas exclusivement sur les problématiques de rentabilité, sur les problématiques de taxation ou de fiscalité, mais on est également sur le bien-être au travail et sur le fait de noter une entreprise par rapport à sa manière de se comporter vis-à-vis de ses salariés. C'est dans son programme, et ça, pour le coup, c'est pas mal. C'est vrai que cette affaire de livret A, elle est très emblématique. Très emblématique, oui, tout à fait. Puisqu'on oriente effectivement une partie de l'épargne, d'ailleurs l'épargne qui sort déjà de l'assurance vie, qui va se remettre sur le livret A, mais on va financer quoi ? Le logement social, à travers la Caisse des dépôts, etc., les HLM. Bon, mais c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut construire, effectivement, il faut 150 000 logements de plus, 170 000 par an, si on veut commencer à rattraper notre retard. Mais on ne va faire que du logement social. Il faut des logements pour les cadres, pour les employés, dans les centres-villes, et l'encadrement des loyers pour les locataires et tout. Bon, ça, c'est aussi Quand on regarde dans le détail, c'est pas très... c'est comme la fiscalité. Quand on regarde sur l'ISF, il ne dit pas qu'il va rétablir l'ISF tel qu'il était.
hein, c'est la tranche supérieure sera relevée. Alors la tranche supérieure, elle est à 0,50 alors qu'avant elle était à 1,7%. Donc il remontera sans doute à 1%. Donc tout ça, la majorité est malvenue de dire que c'est un matraquage des classes moyennes supérieures. Non, honnêtement non. Eh ben, on a quelques semaines pour analyser ça thème par thème et avec plus de précision. Plaidoyer pour une autre entreprise, on l'a vu passer rapidement, Éric Delannoy, Didier Rousseau chez Scrineo. On aura l'occasion de reparler de ce livre qui propose une nouvelle approche des rapports professionnels à l'intérieur de l'entreprise. On passe tout de suite au rappel des titres et puis on reviendra sur l'économie à propos du sommet de Davos. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission.